Tout le monde nous connaît, connaît nos titres. Alors, écoutez, c'est le programme un petit peu habituel. On va couvrir l'offre et la demande aux États-Unis, ensuite le marché international et on finira avec le marché local. Suivante, s'il te plaît. Alors, allons-y pour les offres et demandes. D'abord, regardons les superficies ensemencées. On peut voir que en 2025, il y a eu beaucoup de maïs semé, 98,8 millions d'acres, donc une superficie très élevée. Par contre, le soya, lui, était juste 81,2 millions d'acres, le blé à 45,3 pour un total d'environ, on va dire, 225 millions d'acres. Bon, c'est bien beau 2025, mais je sais que vous êtes surtout intéressé par 2026. Il y a deux dates à retenir. Durant la conférence annuelle Outlook, le 19 février, l'USDA publiera leur première estimation des superficies 2026. Mais j'ai bien dit, c'est juste une estimation. Ensuite, ils vont faire une enquête auprès des producteurs et les intentions d'ensemencement des producteurs seront publiées le 31 mars. Donc, c'est la deuxième date à retenir. Et puis, évidemment, les marchés regarderont le déroulement des semis en tant que tel au mois de mai. Donc, 18 février et 31 mars, on aura de meilleures indications. Ce qu'on peut déjà dire très probablement, c'est que vu qu'il y a eu beaucoup de maïs ensemencé l'an passé, il va probablement y avoir moins de maïs et plus de soya. La vraie question est dans quelle mesure l'un baissera et l'autre augmentera. Prochaine, s'il te plaît. Alors, un indicateur par rapport aux intentions, c'est le ratio du prix du soya sur celui du maïs. La ligne assurée que vous voyez 2,3, à un ratio de Ok, 2,3, le ça c'est beau. producteur américain est habituellement plus ou moins neutre entre les deux cultures. Lorsque le ratio est au-dessus de 2,3, c'est le soya qui est favorisé. En dessous, c'est plutôt le maïs. Alors, vous pouvez voir, on est quand même au-dessus de 2,3, mais à peine. Ça va vraiment dépendre, je vous dirais, du programme d'exportation de maïs américain, mais aussi et surtout du programme d'exportation de soya et donc de ce qui va se passer en Chine, comme on va le voir tantôt. Prochaine, s'il te plaît. Alors, la superficie du maïs, on l'a quasiment 99 millions d'acres, avec un rendement record 187 boisseaux de l'acre. Euh, je vous dirais que le rapport de janvier, donc qui nous donnait les estimations finales du SDA, était carrément baissier pour le maïs. Pas tant au niveau de la superficie ensemencée, mais plutôt au niveau de la superficie récoltée du maïs. C'est qu'ils ont enlevé environ 1,2, 1,3 million d'acres d'ensilage qu'ils ont remis dans le maïs grain. Et c'est ça, on va le voir dans la prochaine diapo, qui fait que on va se retrouver avec une production de 17 milliards de boisseaux, un record absolu. C'est certain qu'on fracasse tous les records avec un rendement inégalé et une superficie très élevée. Et comme on peut le voir par rapport aux années antérieures, on est bien au-dessus de ce qu'on a vu comme production dans les dernières années aux États-Unis. Suivante, s'il te plaît. Heureusement, ou on va dire peut-être aussi naturellement, vu que c'est une production record, le programme d'exportation de maïs est très vigoureux cette année. Il est fortement en avance par rapport à l'an passé, aussi bien au niveau des ventes qu'au niveau des expéditions. Maintenant, avec un programme de 3200 millions de boisseaux ou 3,2 milliards de boisseaux, on pourrait dire que c'est le plafond, mais ça se pourrait que les Américains exportent même plus que cela.
On le verra dans les prochains mois s'ils réussissent à maintenir la cadence. Suivante, s'il te plaît. Mais malgré tout, vous pouvez voir les stocks. Les stocks augmentent considérablement en 2026 pour dépasser 2,2 milliards de boisseaux. C'est quand même un pourcentage élevé, 14% par rapport à la demande, et ce qui fait que c'est un niveau quand même très lourd. En règle générale, aux États-Unis, lorsque le niveau des stocks de maïs atteint ou dépasse les 2 milliards, c'est considéré baissier. En dessous de 1,5 milliard de boisseaux, c'est considéré haussier. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun doute. Maintenant, évidemment, si jamais les exportations dépassent l'estimation actuelle, on pourrait peut-être voir ces stocks diminuer un petit peu, mais ce serait très, très surprenant qu'ils passent en dessous de la barre des 2 milliards de boisseaux. Suivante, s'il te plaît. Alors ici, on a le contrat courant du maïs. La ligne assurée à 4 dollars et 10 cents, c'est la prévision annuelle du USDA pour 2025-2026. Vous pouvez le voir qu'en juillet-août, le contrat courant a énormément chuté parce qu'on voyait qu'on s'en allait vers une production record. Mais malgré tout, par la suite, il y a eu un certain redressement. Puis, si vous regardez tout à fait à droite, quand le rapport du SDA est sorti, on a eu une forte chute. Puis même là, un petit redressement à nouveau. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement que le marché est conscient de la production record, mais regarde aussi et surtout les exportations et commence à se dire qu'en bout de ligne, les exportations vont en partie, pas complètement, rééquilibrer le portrait. À toi, Étienne. Parfait. Donc, au niveau des superficies et rendements de soya, ben, on voit là vraiment cette année, bon, sans surprise, là, les superficies sont à 81 millions d'acres, là, mais le rendement, je ne sais pas pourquoi c'est marqué 5,3, là, mais on est autour de 53 là, millions de boisseaux à l'acre, là, pour au niveau du rendement, donc un rendement record. En fait, le rapport du USDA, si je ne m'abuse, là, pour au niveau du soya, c'était pas aussi spectaculaire que pour le maïs en termes de révision, là. Donc, en termes de production, on est à une production qui est quand même assez, voilà, là, l'échelle est peut-être un peu tronquée, là, mais normalement, c'est relativement stable là, dans le temps, là. Donc, au-dessus du 4 milliards de boisseaux, là, c'est pas mal, on est pas mal dans la vision, dans le ballpark. Je dirais même 4,2 le milliard de boisseaux. On est pas mal dedans. 4,26, honnêtement, là, c'est pas mal ce que les États-Unis sont capables de faire au cours des dernières années, là. Donc, une production relativement stable avec une trituration qui, elle est croissante dans le temps. Il faut savoir là, que dans les dernières années, et c'est de plus en plus présent, là, on voit que le premier marché pour le soya aux États-Unis, là, ben, c'est le marché de la trituration. Tout ça pour fournir le diesel renouvelable en Californie. C'est ce qui alimente la croissance au niveau de la demande américaine. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui est devenu la première poste, je voulais dire, là, de dépenses au niveau du soya aux États-Unis, alors que à l'inverse, au niveau des exportations, ben, c'est la relation inverse. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un processus de décroissance qui est dû en partie, oui, au fait que, bon, il y a plus de soya qui est trituré aux États-Unis, mais et oui, vous en doutez, là, le principal concurrent des États-Unis, qui est le Brésil, prend de plus en plus de parts de marché à l'international. Et quand je dis à l'international, je dis en bonne partie en Chine. Donc, les derniers rapports, il me semble, là, de parts de marché en Chine, là, c'est 78 de tout le soya qui est importé de la Chine vient du Brésil. Donc, les États-Unis, ils prennent une certaine part de marché. Il reste quelques pourcentages, là, quelques grenailles pour tous les autres pays. Donc, vous voyez, c'est vraiment la compétition brésilienne et incluant également là, une partie de la trituration américaine qui vient jouer là-dessus. Tout ça pour dire qu'au niveau des stocks de fin, évidemment, on n'a pas la même relation que pour le maïs. Là, on est quand même à des niveaux, comment dire, plus serrés, là. On était à 14 pour le maïs. Là, en ce moment, on est à un niveau de 8 qui est
sont plus satisfaisants qu'on a connus au cours des dernières années, là. Vous avez vu depuis le début de la pandémie, quoi qu'on aime bien l'oublier, là, les stocks étaient excessivement serrés. Là, on est de plus en plus satisfaisant, mais ça reste quand même à des niveaux là, tout à fait acceptables là, à 350 millions de boisseaux. Là, c'est des niveaux qui sont tout à fait satisfaisants. En termes de prix, ben, on voit un peu la même dynamique de marché que pour le maïs, c'est-à-dire que jusqu'à juillet, on a vu une décroissance du prix pour atteindre un creux à partir d'août et ensuite un certain rééquilibrage et repassant là, au-dessus de la valeur estimée de 10,20 $ US le boisseau avec un certain pic qui était venu suite à l'annonce ou du moins il y avait quand même une certaine euh, prévention. euh, Excusez-moi, je vais juste éteindre un micro. Merci. Une certaine prévision là, des achats chinois qui a été conclue par rapport avec un accord qui a été conclu, je crois, à la fin octobre ou fin novembre. Là. Désolé, là, je me mélange un peu les pinceaux ou les dates. Là. À ce niveau-là, le marché était emballé par rapport à ce qui a été annoncé, alors que, en toute honnêteté, là, des achats de 12 millions de tonnes par la Chine, là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là. Et avec des annonces comme quoi qu'ils allaient acheter 25 millions de tonnes dans les prochaines années de soya américain, c'est pas mal ce qu'ils achetaient auparavant. Donc, une certaine embellie de la part des marchés. Après ça, ben, on a eu un retour à la normale, du moins un retour à la réalité, plus le fait que la situation se passe excessivement bien au Brésil, ben, tout ça exerce une pression à la baisse au niveau des prix. Et là, on virevolte autour du 10,50 $ US le boisseau. La barre en rouge, c'est le prix estimé par l'USDA. Faut aussi évaluer là, que là-dedans, la différence, mais ça peut être la base que les producteurs perçoivent. Là. Voilà. Euh, pour ce qui est du contrat courant du blé, ça, c'est une grande victime, plus ou moins. Là, on voit que le prix a baissé au cours après les 7 premiers mois. Ben, faut croire, pas faut croire, mais la production s'est très bien passée aux États-Unis et en 2025, la récolte de blé un peu partout sur la planète a été bonne. Non seulement a été bonne, mais aussi a été de très bonne qualité. Donc, si on avait le contrat de Minneapolis présentement, là, on aurait une tendance assez semblable avec un écart de prix là, qui est assez mince. Là. C'est pas le blé qui manque sur la planète. La Russie a eu une récolte qui était inférieure à celle, mettons, des records de 90 millions de tonnes. Mais au cours des derniers mois, là, l'estimation de la production de blé en Russie a été rehaussée. Là. Donc, on a plus en plus de blé russe par rapport à ce qu'on estimait au cours des derniers mois. L'Ukraine, de mémoire, il me semble que ça a bien été. L'Australie aussi, c'est une bonne production. Bref, il n'y a pas un pays chez qui ça a mal été en termes de production de blé. Donc, d'où la pression vraiment à la baisse au niveau des prix, là, légèrement supérieure à 5 $ US le boisseau. Alors maintenant, on va y aller pour le marché international et on va parler des fameux tarifs douaniers. D'abord, ceux concernant les États-Unis et la Chine. Bon, on va faire un petit récapitulatif. Durant l'été, la Chine a arrêté tout achat de soya américain pour 2025-2026 du jamais vu. C'était vraiment zéro achat, mais quand on dit zéro, le zéro absolu. Et donc, la Chine s'est approvisionnée surtout au Brésil, comme l'a dit Étienne, mais ils ont aussi cherché ailleurs. Ils ont fait une entente avec l'Argentine pour l'importation de tourteaux de soya. Ils ont même acheté pas mal de soya en Argentine, ce qui est inhabituel parce que normalement, l'Argentine exporte d'abord et surtout du tourteau. Et puis, il y a eu la rencontre entre les présidents Trump et Xi à la fin octobre et les importations chinoises de soya américain ont repris en novembre. Depuis novembre, on estime que les Chinois ont atteint, disons, cet objectif que les Américains ont précisé de 12 millions de tonnes d'achats. Le problème, c'est que le soya américain n'est toujours pas compétitif pour le secteur privé chinois
Parce qu'il y a un tarif d'importation de 13% sur la fève américaine contre 3% pour le soya du Brésil. Et donc, les importations qui sont faites actuellement en Chine de soya américain, eh bien, ce sont les entreprises d'État, Sinograin et Cofco, qui effectuent ces achats. Suivant, s'il te plaît. Alors maintenant, parlons des autres tarifs douaniers, cette fois Canada et Chine. Vous vous rappellerez que en mars passé, la Chine a mis un tarif de 100% sur l'huile et le tourteau de canola. Et ensuite, en août, un tarif de 75,8% sur la graine de canola. Il faut tout de suite dire que la Chine est un très grand importateur de canola et de tourteau, mais pas vraiment d'huile. Mais malgré tout, ça fait très mal au niveau et du canola et évidemment du tourteau. L'autre grand consommateur ou l'acheteur de canola, c'est les États-Unis pour l'huile et aussi la graine. Et puis, coup de théâtre en janvier, en fait, il y a à peine 3 semaines, même pas, il y a 2 semaines, alors qu'Étienne et moi-même, on était avec Soy Canada à Pékin en même temps que M. Carney et la délégation canadienne, eh bien, le Canada a conclu un accord avec la Chine et je vais vous avouer que c'était pas mal inattendu. Le résultat, c'est qu'au 1er mars, le tarif moyen sur le canola sera abaissé à 15% et il y aura zéro tarif sur le tourteau. Bon, on ne parle pas de l'huile, mais au fond, ça nous est pas mal égal parce que la Chine n'est pas un importateur d'huile de canola. Et je peux vous dire déjà que les achats chinois de canola ont repris. Le négoce a parlé qu'il y a eu déjà au moins 10 cargos d'achetés. Alors, mettons que pour le canola et l'industrie du canola et tous les producteurs de canola, c'est une excellente nouvelle. Suivante, s'il te plaît. Alors, on parle de la Chine. Regardons d'abord leurs importations de maïs et blé. On va commencer par le maïs. 2020-2021, c'était une année inhabituelle où la Chine a importé beaucoup de maïs parce qu'ils avaient une mauvaise récolte. Par la suite, les importations ont baissé d'environ 30 millions de tonnes pour être autour de, on va dire, de 18 à 22 millions de tonnes. Et depuis l'an passé, vraiment, l'an passé, les Chinois n'ont presque pas importé de maïs. Cette année, on revient à ce que je dirais un niveau normal ou habituel, 8 millions de tonnes. Le blé est, disons, moins fluctue moins au niveau des importations chinoises. C'est principalement du blé panifiable qu'ils achètent parce que leur propre blé, ils en ont beaucoup et souvent de qualité assez médiocre. Bon, 2024-2025, à nouveau, il y a une forte chute des importations. Cette année, ça devrait reprendre à 6 millions de tonnes. Quoique habituellement, je vous dirais, la Chine est plutôt entre 8 et 12 millions de tonnes d'importation de blé. Suivant. Alors, évidemment, le plus important, c'est le soya. Et cette année, l'USDA prévoit des importations au record, 112 millions de tonnes, équivalentes au niveau de 2023-2024. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement la Chine commence à plafonner au niveau des importations de soya? C'est très difficile de répondre à la question. Je me souviens très bien quand je suis arrivé au PGQ, ou plutôt à la FPCCQ, comme on l'appelait à l'époque. Les importations chinoises tournaient autour des 60 millions de tonnes. Après ça, on nous a dit, ah ben le plafond serait à 80. Ils sont arrivés à 80, l'ont dépassé. Et il y a eu le chiffre absolument magique, le chiffre rond, 100 millions de tonnes. Eh bien, écoutez, les Chinois l'ont atteint et dépassé. Alors, on va voir, mais il semblerait, et je parle bien au conditionnel, que finalement leurs importations commenceraient à se stabiliser. Et suivante, je pense que c'est à toi. Oui. Oui. Donc, au niveau de la production de maïs et de soya au Brésil,
Force est de constater que là, bon, la récolte 2025-2026, elle est confirmée record pour le soya. Donc, elle est estimée à 178 millions de tonnes. Mais comme écrit Ramsey cette semaine, même c'est pas mal la valeur minimale là, sur le marché, là. Il y a certains estimateurs privés en fait, des consultants privés qui estiment là, que c'est au moins à 180 millions de tonnes, là. Donc, on a vraiment là, un gap assez important, là, du moins, là, on voit que ça va être une production record de soya. Il ne manquera pas de soya sur la planète. En tout cas, pas en 2025, 2026. Pour ce qui est du maïs, oui, on a une certaine croissance. Par contre, là, le 131 millions de tonnes, mais ça reste quand même la valeur, comment dire, conservatrice, là. On parle d'un maïs qui n'est pas encore semé là, en ce moment, là, ou du moins qui est en processus d'être semé. Parce qu'il faut savoir que la première récolte de maïs au Brésil, elle représente entre 20 et 25 là, de la production totale. C'est vraiment le maïs safrina qui vient à la suite de la récolte de soya qui va faire la grosse différence, qui représente environ le trois quarts de toute la production de maïs au Brésil. Donc, pour l'instant, rien n'est fait pour la production de maïs. Elle pourrait être plus grande, elle pourrait être un petit peu plus catastrophique, là, comme on l'a vu en 2020-2021, là, lorsqu'elle s'approchait légèrement au-dessus du 80 millions de tonnes, ça avait chambardé pas mal les marchés. Mais pour l'instant, je dirais la valeur conservatrice à 131 millions de tonnes, ça reste quand même assez impressionnant là, en termes de production de maïs. Au niveau du réal brésilien, oui, ben, faut quand même le regarder parce que c'est ce qui joue sur la compétitivité de la fève de soya et aussi du maïs là, sur le marché international. On voit qu'au cours des derniers mois, ben, enfin, la dernière année, le réal brésilien, c'est pas mal apprécié au cours des 12 12 derniers mois. Par contre, malgré tout, puis comme Ramsey l'a expliqué, la fève brésilienne demeure la fève la plus compétitive sur le marché, en bonne partie. Bon, parce que bon, la Chine est le plus grand importateur et la Chine a des tarifs moindres sur la fève brésilienne que sur la fève américaine. Donc, ceci explique cela, mais n'empêche que les Brésiliens dominent sur les marchés malgré une appréciation de leur devise. Quoique, on entend certains articles là, qui notent que certaines fermes ont des difficultés, mais je vous dirais, là, depuis que je suis au PGQ, c'est loin d'être la première fois qu'on entend ça et pour l'instant, ça ne semble pas avoir impacté le marché. Donc, est-ce un autre signal d'alarme qui n'aura pas d'impact sur le marché? Ça, c'est à voir, là, mais pour l'instant, je vous dirais là, qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau-là, du moins selon nos perspectives à nous. Au niveau de la production de maïs de soya, ben, en Argentine, ça demeure relativement stable, là. Lorsque vous avez une estimation autour de 50 millions de tonnes, vous êtes pas mal dedans, là, bon an, mal an. En fait, il y a seulement 2022-2023 où vraiment l'année a été catastrophique, là, où on a quasiment réduit de moitié là, la production. Euh, pour 2025-2026, on entrevoit quand même une bonne année pour le maïs et une moyenne pour le soya, quoique on commence à noter là, que l'impact de la sécheresse pourrait réduire la production et que la production argentine pourrait être inférieure aux chiffres qui sont ici, mais pour l'instant, je dirais, là, il n'y a pas de crainte majeure à ce niveau-là. Au niveau des exportations de maïs, bon, c'est qui les grands joueurs? Évidemment, les États-Unis demeurent le champion, surtout pour 2025-2026. Là, c'est une année là, sans précédent, là. Les États-Unis exportent énormément de maïs parce qu'ils en ont besoin, mais aussi parce qu'il y a une demande à l'international. Au niveau des autres pays, ben, on voit là, que le Brésil, oui, ça semble être en une production, comment dire, des exportations plus forte, mais n'empêche que la croissance demeure relativement modeste. Au niveau de l'Argentine, on est pas mal à le même niveau que les dernières années. Et l'Ukraine, ben, malgré tout, je vous dirais, là, on est quoi? La guerre est de 2022, là, on est rendu en 2026. Ben, n'empêche que l'Ukraine demeure un important joueur à l'international, surtout dans le marché européen, au niveau du maïs. On a des exportations de la fève de soya, ben, on fait un retour sur les 6 dernières années, là, si on inclut 2025-2026. Ben, l'écart se creuse entre les États-Unis et le Brésil. On est quasiment rendu au fait que le Brésil pourrait exporter 3 fois plus que les États-Unis le font. Là, on n'est pas encore rendu là, mais on en est quand même assez près, là. Tout ça pour vous dire là, vraiment euh,
que le Brésil est vraiment le price maker, comme on dit là, en mauvais français, là, sur le marché international. Les États-Unis, quoique un important exportateur, n'est pas de la même taille là, du Brésil, alors que si on retourne 10 ans auparavant, ben, c'était un marché qui se divisait en deux, là, donc à égalité entre les États-Unis et le Brésil. Alors maintenant, on va faire un petit portrait du blé. Et puis, comme l'a dit tantôt Étienne, tous les principaux pays exportateurs ont eu d'excellentes, voire des productions records. Euh, L'Australie, 37 millions de tonnes. Le Canada, à 40 millions de tonnes, c'est un record. Les États-Unis, 54 millions. La Russie, à 90 millions de tonnes. L'Union européenne, la production a vraiment repris cette année. Il faut dire que l'année d'avant, les semis avaient été fortement compromis par des pluies excessives. Alors, l'offre, elle est là, elle est même, on peut dire, elle est surabondante. Suivante, s'il te plaît. Alors ici, on vous a mis les 6 exportateurs principaux de blé, mais j'aimerais vous parler de celui qui n'est pas sur cette diapo. Normalement, l'Argentine est un petit joueur dans le marché mondial du blé. Ils exportent habituellement autour de 10 millions de tonnes. Et tenez-vous bien, cette année, l'Argentine a eu une production absolument record de blé. Et donc, au-delà des 6 exportateurs que je vous montre, il y a même un septième qui va venir exporter cette année peut-être 16 ou même 18 millions de tonnes. Comment ils réussissent à le faire, les Argentins? C'est pas compliqué, c'est au niveau du prix. Ils cassent les prix puis ils sont plus bas que les autres. Alors, les chiffres que vous voyez ici, ben, écoutez, le Canada, 28 millions de tonnes d'exportation, peut-être, mais c'est pas sûr parce que tout le monde essaie d'exporter le maximum. Et puis, actuellement, les prix baissent en Russie, alors peut-être qu'ils dépasseront le 44 millions de tonnes. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'offres qui est à la recherche de clients, ce qui explique un petit peu qui explique même beaucoup la morosité du marché mondial du blé. Suivant. Donc là, c'est à mon tour, le marché local. Donc vraiment le cœur, je crois, de notre présentation là, je ne veux pas faire ombrage au reste qui a précédé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui risquent de vous intéresser dans les prochaines diapositives. Au niveau de la production, ben, au Canada, on voit là, par rapport à l'année dernière, vraiment une très bonne croissance au niveau là, des productions de l'Ouest. Donc, le blé, ça a été record. L'avoine, ce n'est pas record de mémoire, mais un rendement record. L'orge également, le rendement record. Et le canola, qui a un très bon rendement de mémoire. Au ce qui est de niveau de l'Ontario, ben là, on va se concentrer plutôt sur le maïs, le soya, mais on va toucher peut-être un petit peu le blé. Donc, au niveau de la production de maïs, ce n'est pas la production la plus, comment dire, la plus forte. Vous le savez, là, l'Est de l'Ontario a été durement frappé, mais n'empêche qu'ils ont quand même réussi à sortir une très bonne production malgré tout. Au niveau de la production de soya, ça, évidemment, là, ça a été un petit peu plus dur. La production de blé, c'est dû au fait que, de mémoire, là, les superficies de blé d'automne ensemencé en 2024 et récolté en 2025 ont fait en sorte que la production de blé a été très, très bonne. Puis au niveau des petites céréales, ben, on voit là, que c'est un déclin là, d'année en année. C'est vraiment le maïs et le soya qui remportent la mise à ce niveau-là. Au niveau de la production au Québec, euh, sans surprise, là, je pense que vous l'avez assez lu, là, une production qui est nettement inférieure avec un rendement qui est franchement décevant au Québec. À avoir entendu certains commentaires de producteurs, je vous dirais, c'est pas si pire que ça finalement, mais non, quand même, là, ça reste une production qui est inférieure à la demande définitivement pour ce qui est du maïs. Au niveau du soya, oui, fortement décevante. Et après, comme Ramzi l'a mentionné, là, on a été on est parti en mission avec Soy Canada. C'est pas juste la production qui a été plus faible là, pour le soya, on parle également d'une baisse de la qualité, là. Donc, un taux de protéines qui serait entre 1 et 2 inférieur à ce qui a été fait là, au cours des années antérieures.
Le blé, une production quand même assez bonne, là. Les échos qu'on a eus, c'était une très bonne production. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au niveau de la production d'avoine, d'orge, ben, c'est sûr que là, les marchés sont pas nécessairement au jour. Donc, évidemment, la production est moindre parce qu'il y a moins d'intérêt de la part des producteurs. Et une bonne baisse au niveau de la production de canola. C'est dû à une baisse des superficies parce que les producteurs ont fortement réagi là, aux tarifs chinois. Donc, on se met moins de canola en prévision justement de ces tarifs-là qui finalement s'est bien conclu avec l'entente qu'il y a eu entre Carney et Xi Jinping. Voilà le cœur de notre présentation, du moins ce que je pense qui risque de vous intéresser davantage, l'offre et la demande de maïs au Québec. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, pour 2024-2025, on a fini avec des stocks de 385 000 tonnes. C'est excessivement serré pour les stocks au Québec. Il faut savoir que à partir du mois de mars, les exportations de maïs au Québec se sont fortement accrues. Il faut dire là, que de septembre, je dirais, là, jusqu'à mars, la base US au Québec était excessivement compétitive sur le marché international. Oui, on avait des bases qui reflétaient on va dire une surproduction au Québec, mais les autres pays compétiteurs, que ce soit les États-Unis, l'Argentine et le Brésil, ben, il y avait des bases élevées parce qu'il y avait de la demande à l'international. Donc, sans aucune surprise, je vous dirais, les commerçants ont réagi à cette forte demande à l'international et ont vendu à l'exportation. Et soudainement, au Québec, ben, on est passé d'une production qui est légèrement supérieure à la demande à finalement ce qui reste au Québec est très serré. Donc, ça a eu un effet sur les bases. Je pense qu'il y a plusieurs producteurs qui se sont rendus compte là, avec des prix là, qui, euh, qui s'approchaient là, des 300 dollars canadiens là, au cours de l'été. Disons que ça fait, je pense qu'il y a personne qui s'en est plaint. Par contre, malheureusement pour 2025-2026, la production n'a pas été au rendez-vous. Et donc, euh, les producteurs, oui, ont des bons prix en ce moment, mais ils n'ont pas nécessairement la production là, pour en profiter. Donc, pour 2025-2026, on s'attend à des importations beaucoup plus importantes cette année, donc à 330 000 tonnes. Ce n'est pas un record à ce niveau-là, mais ça reste quand même à des niveaux excessivement élevés. Tout ça pour combler la demande locale. Au niveau justement de la demande locale, une légère croissance parce que dans le secteur porcin, ça va relativement bien. Donc, on a quand même rehaussé notre offre de la demande locale. Au niveau des exportations, mais là, c'est sûr que là, je vous dirais, on a été quasiment au strict minimum. Pourquoi 350 000 serait le strict minimum? C'est parce qu'au Québec, il y a quand même des exportations que je jugerais de dites naturelles. C'est-à-dire que, par exemple, des producteurs en Montérégie Sud, euh, pour eux, c'est beaucoup plus naturel d'aller vendre chez un acheteur qui est américain qu'un acheteur qui est québécois parce qu'il est plus proche physiquement. Donc, c'est des exportations qui vont avoir lieu, qui ait du maïs ou qui en manque. Ça va être des exportations là, c'est ça, qui devront avoir lieu. Tout ça pour dire que les stocks de report, quand même, là, pour l'année 2025-2026 à 300 000 tonnes, ça reste excessivement serré. Donc, tout ça pour vous dire qu'au Québec, on risque de s'associer pas mal avec la valeur de remplacement, c'est-à-dire celle de l'importation. Au niveau du taux de change, on voit une certaine croissance. En 2025, on a commencé l'année assez rough and tough. Il faut savoir que le dollar avait baissé à la suite de l'élection de Donald Trump et aussi à la suite là, des bourdes qui se passaient là, au niveau politique canadienne. Tu sais, en 2025, on avait commencé avec la démission de Justin Trudeau. Donc, tout ça pour dire que au niveau de la politique fédérale, il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau de l'économie. Ensuite, on a eu Mark Carney qui a gagné la chef, le titre de chef de parti du Parti libéral et donc, de facto, est devenu le premier ministre du Canada. Et ensuite, il y a eu des élections, il a remporté ces élections et c'est venu vraiment soutenir notre dollar. Mais malgré tout, on a un dollar qui varie beaucoup entre le 71 et le 73
cents US pour un dollar canadien, alors qu'auparavant, avant la chute de notre dollar, on était plutôt entre le 74 cents et le 75 cents là, pour notre dollar. Donc, on a un dollar qui demeure relativement faible, mieux qu'en 2025, mais vraiment inférieur à la valeur de 2024. Au niveau du prix et base du maïs courant, ben là, vous le voyez, là, à partir, là, je vous dirais, on a certaines légères augmentations là, au niveau de la base US là, pour ce qui est à partir de mars, mais vraiment, c'est à partir du mois de mai que la base s'est enflammée. Et ça arrive également au même moment où ben, on voyait là, que ça allait mal au niveau des semis là, au Québec, donc des semis assez tardifs, donc avec des prix qui ont dépassé à un certain moment les 285 la tonne. Ensuite, on a eu un certain là, une baisse au niveau de la base qui était tout à fait naturelle, là. Les bases ne pouvaient pas rester indéfiniment au-dessus du 1 mais n'empêche, restent à des niveaux très élevés, à au-dessus de 75 cents US le boisseau, avec des prix qui, eux aussi, là, s'approchent des 280 la tonne. Au niveau du prix et base courant du soya, ben, on voit là, que les dernières valeurs, je vous dirais, les valeurs de référence entre moins 45 et moins 65 cents, on est resté à ces niveaux-là pendant un bon bout de temps. Sauf à partir du mois de novembre, là, on voit qu'il y a vraiment une reprise au niveau de la valeur de la base. Je pense que, au Québec, on a eu comment dire, une production moindre qu'à l'habitude et probablement qu'on a eu également des prises de position plus agressives au niveau des exportateurs et donc ils ont dû rehausser la base pour combler leur demande à l'exportation qui était inférieure à la demande. Donc, on a des valeurs qui sont quand même assez élevées pour le soya. On a déjà vu mieux, mais n'empêche, là, à des niveaux au-dessus de zéro, c'est très, très, très élevé, surtout quand on prend pour acquis que la production sud-américaine va être excellente, donc va venir faire un effet baissier sur les prix, je le présume. Et voici les prix des céréales. Essentiellement, ce que vous pouvez voir là, rapidement au cours des 12 derniers mois, si on exclut le janvier 2026 parce qu'on est l'année, pas l'année, mais le mois n'est pas encore terminé, on voit une certaine croissance des prix pour l'orge, mais ça reste à des niveaux quand même assez faméliques, je vous le dirais, là, lorsqu'on compare surtout là, par rapport au prix du maïs. Au niveau du blé fourragé, ça reste relativement stable, honnêtement, avec une production record dans le Canada. Je vois pas vraiment d'éléments qui pourraient venir stimuler à la hausse le prix du blé fourragé, quoique je pourrais me tromper. Même chose pour le blé planifiable. Le blé planifiable, là, la qualité dans l'Ouest a été bonne, donc il n'y a pas d'éléments qui viendraient vraiment justifier une hausse des prix des blés en général. Au niveau de l'avoine, on note une certaine hausse au niveau des prix, quoique, honnêtement, 243 en début d'année 2025, c'était quand même assez faible, là. Donc, mais n'empêche qu'on on va quand même pas, là, comment dire, bouder notre plaisir, là. On a quand même des prix qui demeurent plus intéressants que dans les derniers mois, c'est qui est quand même un vent de fraîcheur. Au niveau du canola, ben, on voit là, que bon, les prix se maintiennent malgré tout. Là, je vous dirais, tu sais, avant 2020, notre valeur refuge, là, c'était autour du 500 US, dollars canadiens la tonne, excusez. Donc, c'était des valeurs qui étaient jugées là, comme excessivement excellentes. Et là, on est au-dessus du 600. Donc, c'est des valeurs qui demeurent relativement fortes. Et avec la reprise du marché chinois, qui sait, le 692 pourrait être la nouvelle valeur là, de référence, là, c'est à voir. Alors maintenant, allons-y pour la conclusion. D'abord, regardons les dernières prévisions de prix du USDA pour 2025-2026. 4,10 $ pour le maïs, 10,20 $ pour le soya et 4,90 $ pour tous les blés confondus. La première chose qui est frappante quand même, c'est les baisses par rapport à il y a 3 ans. C'est clair qu'on est retombé pas mal plus bas pour tous les grains. Le deuxième élément, c'est regarder l'écart maïs-blé cette année. 4,10 $, 4,90 $, un écart juste de 80 cents
alors que habituellement, l'écart est pas mal plus élevé que ça. Ça démontre à quel point le blé en arrache dans le marché mondial parce que, comme on l'a dit et répété, l'offre est vraiment très abondante. Suivante, s'il te plaît. Alors, il y a des facteurs clés. Les semis pour 2026, rappelez-vous, première estimation de l'USDA, 19 février, les intentions d'ensemencement le 31 mars, et puis évidemment, les conditions réelles des semis au mois de mai. Les récoltes au Brésil, production record de soya, ça c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on finira à 178 millions de tonnes, 180 millions ou un peu plus? À la limite, ça n'a pas d'importance, c'est fait, c'est connu. Le maïs, c'est beaucoup trop tôt. Ils ont commencé à semer la deuxième récolte de maïs safrina alors qu'ils récoltent la fève. Et donc, on peut vraiment pas se prononcer. Ça va être les pluies au mois de mars et avril réellement qui vont déterminer le rendement du maïs safrine. Géopolitique, eh oui, toujours très important. On a parlé des États-Unis, les tarifs douaniers par rapport à la Chine, Chine et Canada, le canola. Bon, le canola semble être réglé. Pourquoi je dis semble? Parce que on ne sait jamais. Je veux dire, s'il y a une chose qui est claire au 21e siècle, c'est que tout bouge, tout change, tout évolue. Donc, pour le moment, on a, disons, un certain accord accalmie entre la Chine et le Canada, mais c'est à suivre. États-Unis, Chine, ça risque de se, je dirais, de s'améliorer si vraiment M. Trump va aller en visite officielle au mois de mai. Ce n'est pas encore confirmé. Mais je vous dirais, s'il va à Beijing en mai, c'est clair que la Chine va faire un certain geste. À quel niveau, je pourrais pas vous le dire, mais ce serait pas surprenant qu'il fasse un coup de pouce au niveau du soya. L'avant-dernier point, comme l'a dit Étienne et vous l'a montré, on est dans une situation déficitaire du maïs au Québec. Ça va être intéressant de voir les prochains mois. On rentre du maïs de l'Ontario et des États-Unis, mais à date, il n'y a pas eu d'importation de maïs brésilien. Est-ce qu'il y en aura au printemps ou au début de l'été? C'est à voir. Lorsque j'ai parlé aux négociants, actuellement, tous étaient d'accord pour dire qu'ils n'en voyaient pas le besoin. Mais évidemment, ça va dépendre de la demande ici par rapport aux disponibilités et ce qui va se passer avec la base. Si la base en dollars US rebondissait encore plus et atteignait ou dépassait le dollar, ça pourrait. On pourrait peut-être avoir des importations autres que États-Unis et Ontario. Et finalement, le taux de change, toujours un facteur très important parce qu'il est sous-jacent pour toutes les valeurs qu'on vous montre. Suivante, Étienne. Alors, je vous laisse, ou plutôt je redonne la parole à Franceline. Oui. Ben, écoutez, merci Étienne et Ramzy pour cette présentation toujours intéressante. On est rendu à la période de questions. Alors, vous avez deux possibilités. Soit que vous levez la main, donc dans le petit carré Raise Hand ou levez la main, ou vous écrivez dans le chat la conversation, puis et c'est moi qui va faire le relais. Je vois qu'on a déjà une question avec Monsieur Dion. Oui, bonjour. Une question, c'est plutôt un constat. Je vois sur l'Europe, là, le pourquoi ils ont un surplus de blé, c'est que les producteurs ils ont abandonné la canne à sucre, pas la canne à sucre, mais La betterave. la betterave à sucre, puis la pomme de terre. L'Europe a signé une entente de libre-échange avec le Mercosur, il n'y a pas longtemps. Le secteur Brésil, l'Argentine, là, ce secteur-là, là, pour l'approvisionnement justement là, de canne à sucre et un peu de... Oui, Mercosur, il faut faire attention, Monsieur Dion. Ils viennent de le signer. Ça va être quand même étalé sur quelques années.
Et déjà, tous les lobbies des agricoles sont montés au créneau. Alors, Ben, faudra un c'est peu ça. voir. C'est là pourquoi là, qu'il y a eu qu'il y a des manifestations un peu en Europe, là. Parce que là, les producteurs avec les superficies qui ne produiront pas de betteraves à sucre et de pommes de terre et ainsi de suite, ben, ils sèment du blé. Même s'il est déficitaire, ils sèment du blé. Fait que c'est pour ça que ça inonde le marché là, européen, là. Mais encore là, comment dire, c'est trop tôt pour avoir eu un impact. Donc, les producteurs, si pour 2025, ont une bonne récolte, je pense pas que c'est nécessairement par rapport à ça. Par contre, quand on va voir l'offre et la demande de 2026-2027, ben, c'est là qu'on va le voir, là, Ouais, ben c'est l'impact. ça, là. Parce que c'est pas, c'est jamais du court terme, là. Ça se ramasse avec 2 ans certains là, de stock de report, là. Fait que, Oui, et puis je vous dire, c'est quand même une année assez inhabituelle que tous les exportateurs de blé aient eu d'excellentes récoltes ou même des ouais. records de production. Sauf ici dans le blé de printemps, là. Euh, Ouais. Les grands pays, je dirais, là, ouais, ouais, on n'est pas dans les grands exportateurs. Mais remarquez, Monsieur Dion, au Québec, le blé d'automne s'en est très bien tiré. Ça Oui. fait Ouais. plusieurs années que le blé d'automne s'en est très bien tiré, ce qui me porte à croire, malheureusement, j'espère que c'est pas le cas. On est probablement dû pour une mortalité hivernale peut-être à un moment ou un autre, mais on verra. J'aurais une autre question. Euh, la fermeture des centres de recherche, là, présentement, que le gouvernement fédéral est en train d'appliquer, ça va-tu avoir un impact à un moment donné, à quelque part, dans le développement des cultivars? Oh mon Dieu, j'aurais aimé que Salah soit ici pour répondre à la question. Il serait mieux placé. OK. Je- mais c'est sûr que ben, là, tu sais, on voit Alain qui hoche la tête, là. Alain, veux-tu répondre? Écoute, c'est sûr que j'ai pas, non, j'ai pas j'ai pas assez d'infos pour ça, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Les centres de recherche vont avoir un impact, là, la fermeture va faire tard, ça, c'est officiel. Jusqu'où? À court terme, peut-être, c'est sûr que ça paraîtra pas 1 an, 2 ans. Mais de la recherche, c'est du long terme. Fait que, cette valeur-là, on ferme un plan complet de l'amélioration de l'agriculture au Canada en faisant ça. Là, le privé va-tu en prendre une partie? On ne sait pas, on va voir. Mais je ne peux pas en dire plus que ça. J'en sais pas bien plus que ça, mais c'est sûr que ça va faire tort à long terme. C'est sûr que c'est pas un pas dans la bonne direction. Puis quand un développement de variété peut prendre 10 ans, on risque de le ressentir s'il y a des conséquences. Parce que c'est loin d'être notre domaine à moi puis Ramsey, là. Vous entendrez, là, je suis pas agronome, puis Ramsey n'a pas étudié en agriculture. Donc, c'est pas notre force, là. Nous autres, on a besoin d'un signe de dollar, là. Fait que, donc, non, mais faire sa part, là, c'est ça, c'est pas notre domaine, mais tu sais, tout porte à croire que ça va pas dans la bonne direction, là. C'est ça. Ça va pas dans la bonne direction, c'est certain, mais tout dépendant aussi que les recherches étaient enlignées dans ces centres-là. Là. Mais c'est sûr que ça va faire. À long terme, c'est sûr que ça va faire tort. Parce que comme organisation, on en met de l'argent dans la recherche, mais on n'a pas les moyens pantoute de pallier aux coupures gouvernementales. Des coupures gouvernementales dans ce sens-là, on l'a vu dans le temps avec le parti de M. Harper il y a longtemps. Là, il avait fait des coupures semblables là, au niveau de la recherche. Après ça, ça avait reparti. Mais là, disons que c'était dans l'air un peu. On voyait venir des choses depuis 2 ans, mais là, ce coup-là, là, il est solide pas mal. Alors, on a une autre question, on a une autre main levée. J'ai pas le nom de la personne, mais Belle Méco, mais j'ai aucune idée c'est qui. Ouais, Alex Sirois. Ah, OK.
Mais questionnais, est-ce que les négociations avec l'accord de l'ACEUM pourraient avoir des impacts sur les prix des grains cette année ou influencer le marché là, pour les exportations et tout ça? Euh, Écoutez, à date, malgré toutes les craintes qu'on a eues, malgré toutes les déclarations, le commerce des grains est resté ouvert sans problème entre les États-Unis et le Canada. Il y a eu quand même des craintes et donc à un moment donné, ça a freiné le négoce, pas parce qu'il y avait des tarifs, mais parce qu'on avait peur que M. Trump allait mettre des tarifs. Alors, quand on commencera le processus formel de renégociation, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des craintes. Même s'il se passe au fond rien sur les grains, j'ai aucun doute qu'il va y avoir des peurs et des paniques. C'est sûr qu'il y aura des tweets ou autres déclarations de M. Trump. En bout de ligne, c'est mon opinion personnelle, je pense pas qu'il touche au commerce des grains. Ce n'est à l'avantage d'aucun des deux. On est vraiment, à ce niveau-là, je vous dirais, parfaitement intégré. Mais écoutez, tout peut arriver en géopolitique, j'en sais rien. Je vous donne un exemple quelconque. Si vraiment le Canada faisait marche arrière pour les avions militaires F-35, c'est sûr qu'on va en payer le prix ailleurs. Ou, je sais pas, mais on paierait le prix ailleurs. Alors, on va prendre ça vraiment au jour le jour. Puis peut-être faire un peu de millage sur la dimension peut-être plus politique. Euh, je vous dirais, avant le discours de Davos, j'aurais tendance à dire que j'aurais été d'accord avec Ramsey, mais là, avec le changement de ton, disons que M. Carney a mis la table pour des discussions assez plus corsées pour 2026 pour la CEUM. Donc, beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. J'espère qu'il ne se passera rien de grave où on n'aura pas de grosses concessions à faire pour juste garder ce qu'on a, mais en même temps, le discours disait exactement l'inverse de ça. Donc, on ne peut pas vraiment se fier avec un allié qui va user de son pouvoir juste pour nous faire plier davantage. Donc, honnêtement, en 2026, c'est un gros point d'interrogation sur le niveau des négociations et de l'impact sur les marchés. Là, je pense que ça va amener beaucoup d'incertitudes. Et donc, ça risque d'impacter notre dollar et donc ça va avoir des conséquences sur le prix des grains. Mais de quel côté, là, honnêtement, c'est du ressort de la boule de cristal. Alors, merci. On a M. Gervais qui veut intervenir. Oui, je veux vous emmener ailleurs, M. Ramsey. Là, on approche du printemps 26. On entend un peu de choses au niveau de nos intrants agricoles. Avez-vous un peu, avez-vous frotté votre boule de cristal un peu là-dessus? Nous enligner un peu parce qu'on entend des choses qui sont, ça semble pas vouloir s'aligner pour baisser notre coût de production, que j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Je vais prendre la balle au bon, si ça ne Ouais, dérange pas, Ramzi. vas-y. Vu que c'est plus mon champ d'expertise, ça fait longtemps que j'ai pas lu sur le secteur des engrais. La dernière fois, il me semble que j'ai regardé ça. Il y avait de la place pour l'amélioration de prix au niveau de l'azote, étant donné là, que le prix de l'or noir diminuait à ce moment-là. Par contre, là, phosphate, ça non, là, loin de là. Potasse, c'était un marché plutôt stable. Mais là, les échos que j'ai, c'est pas le fun du tout, là. Donc, je présume que tu as déjà tâté le terrain puis que tu n'es pas satisfait des prix que tu reçois, là, Alain. Disons que c'est pas mal les échos qu'on a, là, puis je ne sais pas ce qui se passe, là, mais pourtant, je vois pas qu'elle ait de raison, mais ça a l'air qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché. Écoute, Alain, actuellement, quand même, le prix du pétrole et du gaz naturel sont à la hausse. Bon, il y a le côté hivernal, c'est sûr, il y a la demande, mais il y a aussi surtout le côté géopolitique. L'Iran, les États-Unis, ça chauffe à nouveau.
Est-ce que ça va être une nouvelle guerre ou pas? Je ne sais pas. Et si c'est une nouvelle guerre, est-ce que ça va être un scénario à la vénézuélienne ou ça va se régler littéralement en 2 jours? Je ne penserais pas non plus. Mais ce qu'on peut voir, c'est que depuis 3 semaines, le prix du baril a augmenté d'environ 10 dollars. Donc, malgré tout, si tu prends les coûts de l'énergie à la hausse, surtout le gaz naturel, ça a un impact direct sur les engrais. Mais le pire scénario pour vous autres serait que, mettons, tu as une guerre au Moyen-Orient, les prix de l'énergie flambent à court terme, vous bouquez vos engrais au prix fort, et puis bon, 3 semaines après, l'Iran s'écroule. Évidemment, le prix du pétrole dégringole en flèche, mais pour vous autres, c'est trop tard, vous les avez bouqués, vos intrants. Alors, j'ai beau suivre l'Iran, et je sais qu'Étienne me considère un expert là-dessus. Je peux pas te dire, un, s'il y aura une attaque, deux, quand, et troisièmement, combien de temps ça durera. Mais c'est malheureux à dire, mais on parle vraiment de géopolitique, mais qui a un lien quand même direct avec le prix du baril, par exemple. Et au niveau des disponibilités, puis tout ça pour le printemps, à cause de tout ce qui se passe au niveau politique, il n'y a pas de. En tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir, je pense pas de ce côté-là, là. Je pense pas non plus, là. C'est pas le même scénario où vraiment là, comme le début de la guerre en Ukraine, là, où on a décidé de mettre des tarifs assez, assez costauds là, au niveau des engrais russes, alors qu'on importait beaucoup d'engrais azotés russes. Là. Je pense pas qu'on est dans ce scénario-là. Là. Donc, à ce niveau-là, je pense pas qu'il y a de crainte, là, mais qui sait? Qui sait aujourd'hui? C'est bon, merci. Désolé de ne pas te rassurer, là, Alain. Est-ce qu'on a d'autres questions? Aucune main levée, il n'y a rien dans le chat. Ben, dans ce cas, j'aimerais vous remercier tous d'avoir participé au webinaire. Ça nous a fait plaisir, Étienne et moi, de le préparer, même si je sais qu'Étienne revient du lac Saint-Jean et qu'il a encore 14 heures de décalage dans le corps au bout d'une semaine, mais bon, il est à Pas si moitié pire, c'est pas remis. si pire. Je me lève à 4h30, c'est pas si pire. 14 heures avec -30. Ouais, Ah, mais honnêtement, on a ressenti la température de Pékin, puis je vous dirais là, que les Chinois là, dans le nord, ils ont pas, ils connaissent l'hiver aussi bien que nous autres, là. Ah, du moins, aussi bien que les gens de la Montérégie. Le lac, c'est une coche de plus, mais Pékin, c'est pas le plus au nord non plus de la Chine. Là. Ils nous ont parlé du -30, -40 par moment, là. Ils savent c'est quoi, puis là-bas, c'est sec en s'il vous plaît. ouais, très C'est... sec, un Ish. froid brûlant, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, Bon, ben. Alors, merci à tous et puis merci. au plaisir de vous revoir au prochain webinaire. Ouais, le prochain webinaire, on risque de le faire euh, en mai, je crois. Donc, c'est celui-là qui est prévu. Si ma mémoire est bonne, avec la première offre et demande américaine, on va mettre la table là, sur l'année 2026-2027. Donc, ça va vite. Donc, je vous remercie pour votre présence et à la prochaine.